Aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent du risque de déflation. Ce n'est voir que là la moitié du problème selon notre invité. Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Platinium Gestion et vous soutenez qu'en fait, on est dans une période assez extraordinaire où on combine déflation et inflation. C'est une mauvaise cohabitation. En fait, c'est dû au QE et c'est dû plus largement à ce qu'on appelle la planche à billets, vulgairement, mais qui provoque cette espèce de cohabitation forcée entre la déflation et l'inflation. Donc, parler d'un des deux ou se faire peur avec un des côtés du problème me paraît peu justifié et peu justifiable parce que aujourd'hui les deux coexistent. Alors, et que c'est justement une bombe, une réelle alors non conventionnelle pour ce qui concerne le QE, mais c'est un agent destructeur de l'économie, mais au niveau économique, fondamental, pas au niveau marché. Alors on va rentrer un peu plus loin dans l'explication. Tout d'abord, quand vous dites le QE provoque de l'inflation, et d'ailleurs, vous précisez, généralement, c'est de la mauvaise inflation. C'est quoi? C'est l'inflation des matières premières? Non, c'est de l'inflation plus largement de tout ce qui a été financiarisé et qui malheureusement fait partie du coût de la vie, mais du coût de la vie indispensable, vital des ménages. C'est-à-dire en gros le logement, l'énergie et surtout la nourriture. Et que la financiarisation de ces trois éléments fait que vous avez, suite au QE, c'est-à-dire le QE c'est quoi en gros? C'est on donne de l'argent frais en abondance à des banques qui l'utilisent non pas pour faire des prêts aux entreprises ou autres, ou aux particuliers, mais qui l'utilisent pour aller jouer sur les marchés. Et notamment ces marchés-là, ces marchés de matières premières ou ces marchés d'actifs financiarisés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites monter les prix de ces actifs-là et en revanche, les salaires ne montent pas, les revenus ne montent pas. Et donc, vous avez de plus en plus de difficultés simplement pour vivre, c'est-à-dire pour s'acheter le minimum vital. Et donc, ça, c'est du côté inflation. Alors, vous avez un deuxième phénomène, mais qui est relié au premier, c'est que quand vous faites du QE, généralement, vous faites baisser la monnaie, puisque c'est même un des buts affichés du jeu. Donc, vous faites baisser la valeur de la monnaie. Or, il faut savoir que dans certains pays, comme par exemple le Japon, je pense qu'on va en parler après, dans certains pays, vous avez une énorme partie de la nourriture qui est importée. Et que dans ces pays qui importent une grande partie de leur nourriture, eh ben, vous avez une flambée des prix, puisque vous l'achetez avec une monnaie qui ne vaut pas grand-chose. Donc vous avez une flambée des prix qui renforce encore l'inflation qui affaiblit la demande. Voilà. Et donc vous avez une inflation qui est très réelle, simplement qui est centrée sur quelques actifs, et qui sont des actifs qui, malheureusement, n'arrange pas ça, c'est pour la partie ménage. Inflation. Et on a aussi la déflation. On a aussi de la déflation. Pourquoi? Alors, c'est un phénomène un peu plus... d'abord, parce que je vous ai dit en préambule que les banques ne prêtaient pas l'argent qu'on leur donnait. Elles allaient le jouer sur le marché. Donc ça, le fait de ne pas faire de crédit aux entreprises ou de crédit aux particuliers, évidemment, c'est déflationniste, en termes monétaires, pas en termes de prix, mais en termes monétaires, c'est déflationniste. La deuxième chose, c'est que vous avez des entreprises qui aujourd'hui constatent des inputs, ce qu'on appelle des inputs, c'est-à-dire des prix venant de l'extérieur, prix des matières premières, prix de l'énergie, qui montent aussi, et prix aussi pour certaines grandes exportatrices, notamment japonaises, comme Sony par exemple, qui a fait son énième profit warning là-dessus, c'est simplement que beaucoup sont des assembleurs.
Donc, ils vont acheter des produits semi-finis à l'étranger et donc avec une monnaie faible. Donc elles doivent composer avec une hausse des prix importés. Donc elles doivent composer avec une hausse des prix importés. Qu'est-ce qui est en dehors du pricing power qu'elles n'ont plus? Pourquoi? Parce qu'elles ont moins en moins de clients, puisqu'elles les ont tous virés, que c'était leurs salariés. Elles ont de moins en moins de clients et que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, il est difficile de monter les prix. Donc vous avez un pricing power qui a diminué. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez baisser vos coûts? Eh bien, vous virez les gens, ça c'est la première chose. Et puis vous coupez vos investissements productifs et de recherche. Donc on a un double effet qui se coule. Donc on a un double effet qui se coule. D'abord, on se tire une balle dans le pied sur le long terme, puisqu'on ne fait plus de recherche. Et puis, on vire des gens qui, évidemment, vont consommer moins, parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de revenus, donc ils vont consommer évidemment moins. Et là, vous baissez les coûts. Quand vous baissez les coûts, c'est une politique qui est foncièrement déflationniste. Hein, on est bien. Bon. Donc, vous avez cette double action, cette cohabitation entre de la déflation et de l'inflation, de la mauvaise inflation, entre guillemets, et qui fait quelque chose qui est profondément destructeur pour les économies, avec en plus, alors là, si on veut parler du Japon, parce que c'est l'exemple parfait, d'abord, M. Abe avait oublié qu'il vivait sur une île et que, par définition, tout vient de l'extérieur, et au Japon, c'est particulièrement vrai. Donc on assiste à une aggravation du déficit commercial, de fait. En plus, renforcé évidemment par la catastrophe de Fukushima, que certains analystes nous ont présenté comme une chance pour l'économie japonaise, comme quoi la bêtise n'a aucune limite. Voilà, vous êtes dans un pays qui importe énormément, dans lesquels les prix alimentaires ont augmenté de plus de 50% en un an, dans lesquels le prix de l'énergie a augmenté de plus de 70% en un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Japonais, qui a en plus, a pas de chance, il a une démographie qui est épouvantable, avec un vieillissement de la population qui est effarant, on dit, alors je ne veux pas discuter de ça, des gens sûrement très bien qui ont fait ça, qui donnent en 2050 la population japonaise qui aura perdu près d'un tiers de ses membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer de 127 millions à 80 et quelques millions de Japonais. On ne peut pas, dans une population comme ça, qui est incapable de refaire de l'épargne, puisqu'ils sont à la retraite, ils sont vieux, donc qui est incapable de reconstituer de l'épargne, qui sont en train de la consommer à une vitesse effarante. Il faut savoir qu'en 2013, on est passé de 26% de la population japonaise à 31% de la population japonaise qui n'a plus aucune épargne financière. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mangé. C'est tout. Ils l'ont mangé avec des prix qui ont explosé. Alors, quand on voit que M. Abe, la seule chose qu'il ait en tête aujourd'hui, c'est de faire baisser le yen pour essayer de faire de l'inflation. Alors déjà, c'est ridicule, on l'a montré dans un graphique. Que vous nous avez apporté et qui apparaît à l'image. Voilà. Vous verrez, au moment où le yen était à 130 contre $1, c'est-à-dire quand même 30% en dessous de ce qu'il est actuellement. Hein. Donc, je vous rappelle qu'on est à 102, 103. Quand il était à 130 contre $1, c'est là qu'on a eu le maximum de déflation. Donc, je ne vois pas très bien le rapport entre le niveau du yen et le niveau de l'inflation supposée de M. Abe. Et en plus, il cherche une inflation qu'il y a déjà, mais qu'il y a sur certains produits sur lesquels il ne devrait pas y en avoir. Et sur le reste des produits, évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les coûts augmentent pour les entreprises exportatrices et qu'elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles dégagent du personnel. Et la hausse de la TVA ne sert à rien. Ben non, c'est une aberration. C'est-à-dire que ça affaiblit une fois plus la demande. C'est appuyé sur la tête des gens, c'est tout. La TVA, c'est sur quoi? C'est essentiellement sur des biens de consommation. Quand vous n'avez déjà plus d'épargne et que vous avez des prix de l'alimentation ou de l'énergie qui ont flambé comme ça, vous vous recentrez, à mon avis, sur les prix de l'alimentation et de l'énergie. Et je n'ai pas regardé sur quoi était appliquée la TVA, si aussi elle était appliquée là-dessus. Mais si aussi elle était appliquée là-dessus, ça va peser sur la consommation, c'est tout. Point. On le voit bien, de toute façon, je veux dire, mais c'est même pas ça qui va provoquer la chose. On était déjà dans des chiffres qui étaient purement catastrophiques avant.
Donc Ils ne là, vont clairement pas ce que s'arranger. vous envisagez, c'est un effondrement de l'économie nippone? Ah, mais elle est effondrée. C'est le principe du zombie, c'est le mort-vivant, le japonais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son économie, elle est cuite, archi-cuite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer, avec la dette qu'ils ont, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils vont vous la rembourser un jour. Bon, donc on continue dans cette espèce de fuite en avant. On attend incessamment sous peu que la BOJ en rajoute une couche, alors qu'on est déjà sur des montants de QE qui sont équivalents aux montants américains, avant le tapering, qui sont équivalents aux montants américains, et on sait pour une économie qui est le tiers des États-Unis. Donc, et là, on vous dit tout va bien. Non, tout va pas bien. Les chiffres continuent à se dégrader. Les Japonais, ils continuent de vieillir. Alors certains se rassurent, je pense que vous trouverez l'argument inepte, en se disant mais oui, mais cette dette, elle est aux mains des Japonais et finalement, s'il se passe quelque chose dessus, ça ne sera pas si dramatique que ça. Non, c'est sûr, c'est la troisième économie du monde. On va la rayer d'un trait de plume et puis il va rien se passer, tout va bien. Hein, mais c'est aussi c'est le même raisonnement que les gens qui vous disent de toute façon la dette, on n'a qu'à la rayer d'un trait de plume et puis il va rien se passer. Mais la dette, elle est détenue par quelqu'un qui en a besoin parce qu'il a placé son épargne pour vivre. Simplement pour vivre. Si demain vous lui dites vous n'avez plus rien, je doute que ça se passe bien. Voilà. Or, c'est la troisième économie du monde. Je pense qu'il va y avoir certains petits désagréments. Le carry trade, vous oubliez, quand vous avez la monnaie à zéro. Et puis, je vous rappelle quand même que les Japonais sont les troisièmes détenteurs au monde de trésoreries américaines. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Mais tout va bien se passer, ça va être super. Donc, bon, en gros, le message, c'est le QE produit de l'inflation et de la désinflation. Et de la déflation. Et de la désinflation. J'ai dit désinflation, mais de la déflation, pardon, ce qui est beaucoup plus pernicieux. Et que dans le cas japonais, qui est un peu la quintessence de ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsqu'on fait du QE, eh bien, ça va mal finir. Ah ben, ça marche très vite, en plus. Comme ils font tout à l'excès, puis ils ont démarré il y a 20 ans, donc on a un vrai bon exemple de ce qui se passe. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est quand même beaucoup dans les pays occidentaux à être, alors évidemment, moins criant que les Japonais, mais l'économie allemande, quand vous voyez, c'est un peu l'économie japonaise, l'économie allemande, que l'exportation, avec un pays qui a une démographie qui est juste catastrophique. Les Allemands, c'est les Japonais dans quelques années. Voilà. Bon, alors on va mettre quelques années, je vous rassure, c'est pas demain matin, mais ça n'empêche que c'est le même modèle économique qui produira exactement la même chose. Faut arrêter de penser que cette fois-ci ça va être différent, cette fois-ci ça sera pas le même. Non, malheureusement les mêmes causes produisent les mêmes effets. En termes d'investissement, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Il faut en conclure que courage, fuyons. Vous devez éliminer de votre écran le Japon dans toute catégorie. Ou alors la seule chose que vous pouvez faire, c'est shorter tout au Japon, si vous en avez la possibilité. Sinon, malheureusement, j'ai peur que ça se termine très 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 mal, parce que là, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire que demain matin, le Nikkei va perdre 20, 30, 40, 50%. On s'en fout complètement. Le problème, c'est que ça va être sur la monnaie, ça ne va pas être sur l'indice. Or, l'indice, il est libellé en quoi ? Dans la monnaie. Donc, le problème n'est pas de savoir là où va les actions japonaises, là où vont les actions japonaises. Le problème est qu'à un moment... La monnaie ne vaudra plus rien. Oui, et puis ça va se faire d'un coup. Ça ne se fait pas progressivement. On disait tout à l'heure, hors plateau, mais on parlait du chèque en bois. C'est réellement des chèques en bois aujourd'hui qu'on fait quand on fait un billet de banque en yens. Et un chèque en bois, il ne vaut pas la moitié de sa valeur. Il ne vaut pas 20% de moins. Il vaut 0. Voilà, vous allez le présenter à la banque et on vous dit « Ah non, monsieur, ça vaut 0, ça. On ne vous donnera pas un sou. »
bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va arriver tout d'un coup, et tout d'un coup, on va avoir une économie qui est la troisième économie du monde, je le répète, qui va collapser. Bah, ce jour-là, je pense que ça va entraîner un certain nombre de choses désagréables sur les marchés. Voilà. Olivier, merci.